Bonjour à tous. Bonjour à toutes les personnes qui sont en ligne et aux quelques intervenants qui sont présents avec nous au Hub des territoires. Et bienvenue au Hub des territoires, qui est notre nouvel espace d'échange et de développement de la Banque des territoires. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler avec le Lifty de ce beau sujet du foncier et des friches, dans un format conférence-débat avec des intervenants qui seront donc pour une part présents ici et pour une autre part en ligne. Je vais vous dire juste quelques mots du Hub des territoires, qui est à la fois cet espace physique et aussi un espace digital tourné vers les territoires et en fait tourné vers la valorisation des réussites territoriales et des projets qu'on peut mener avec le réseau de la Banque des territoires et avec des partenaires pour renforcer en fait l'attractivité et puis renforcer le développement de tous ces territoires, donc avec un écosystème de partenaires publics et privés, et puis la mission du Hub qui est d'inspirer et puis de concrétiser ces réussites territoriales et de rassembler les partenaires de notre écosystème. Je vous précise aussi que le Hub a une programmation assez riche de conférences, de débats, de regards croisés, de rendez-vous. Et si vous ne voulez pas manquer les prochains événements, vous aurez toutes les informations dans le chat en ligne. Peut-être juste un mot avant de démarrer le débat sur notre partenariat avec le Lifty. On est partenaire depuis 4 ans maintenant, si ma mémoire est bonne. 3 ans, on me dit, depuis la salle. Mais c'est des années qui comptent double. Sur les questions de foncier, c'est vrai que la Banque des territoires travaille beaucoup avec les collectivités locales sur ces questions de foncier, notamment au travers des programmes territoires d'industrie, et mon collègue Benoît Lepesan vous en parlera un peu tout à l'heure. Voilà, et donc on a aussi C'est bon? Parfait. Oui, donc au nom du Lifty, un grand merci à la Banque des territoires de nous accueillir dans ses locaux et dans le Hub. Voilà, Audrey a déjà dit un mot du partenariat qui nous lie, Banque des territoires, Lifty, et du soutien apporté à cette fondation, ce fonds de dotation, et à nos nombreux travaux qui traversent le sujet du foncier. Aujourd'hui, c'est les friches qui sont à l'honneur. Et on en est ravis, puisque enfin, je dirais, elles sont sous le feu des projecteurs, elles intéressent les acteurs publics, privés, au cœur de projets futurs, peut-être, on le souhaite en tout cas, pour aménager, renaturer. On me dit dans l'oreillette de me mettre au centre du plateau. Voilà, donc les friches sujets de toutes les attentions. Mais évidemment, pour ce faire, pour leur donner un avenir, la première des choses, c'est d'en avoir la connaissance, de les recenser, de les identifier. Ça fait appel à des méthodologies. On sait que jusque-là, certaines peuvent passer à travers les mailles du filet des bases de données existantes, et puis aussi en fonction de la définition qu'on en retient, longtemps limitée aux seules friches industrielles, on va le voir, et je laisserai Lucien aussi redévelopper ce sujet-là. Sans plus attendre, on s'appuie sur des témoignages de territoire. Nous avons avec nous Laurence Bertrand, directrice du SCOT des Vosges, ainsi que Hamida Andoulsi,
chargé d'études au service foncier de la métropole Aix-Marseille-Provence, pour peut-être futur partenaire de la création du réseau des inventaires territoriaux de friches. À vous la parole. Et si vous pouvez, Laurence, pour commencer, peut-être planter le décor de votre territoire, comment se pose la question des friches dans les Vosges, puisqu'on verra forcément c'est assez différent du Sud. C'est à vous. Ah. Alors, le son, s'il vous plaît, Laurence. Et moi, j'essaye pendant ce temps-là de faire avancer la slide. J'ai un petit souci de manette. Bonjour à tous. Merci d'avoir retenu l'expérience des Vosges centrales, du SCOT des Vosges centrales pour votre présentation. Donc, au nom du président Michel Heinrich, je vous en remercie. Alors, un petit mot déjà de présentation de notre contexte. Les Vosges centrales se situent dans les Vosges. C'est un grand territoire rural marqué par son passé industriel qui est composé de 154 communes. Alors, grand territoire, mais pas forcément grosse population. On est à 136 000 habitants et qui est polarisé par une ville moyenne, Épinal, de 34 000 habitants. Alors, le syndicat et ce territoire est couvert par deux EPCI, intercommunalités, la communauté d'agglo d'Épinal, qui couvre une partie très importante avec 116 000 habitants, toute la partie droite, et puis une communauté de communes, Mirecourt-Dompère, pour le coup, la très rurale, de 20 000 habitants. Au moment où on a engagé cette étude sur les friches en 2010, l'intercommunalité était beaucoup plus morcelée, vous verrez ça son importance. Il y avait 7 à l'époque communautés de communes, et pas encore d'agglomération. Alors, la démarche d'étude de friches va au-delà d'un inventaire. L'intention, c'était vraiment de connaître le potentiel foncier de friches et voir ce qu'on pouvait en faire. Sachant que la question s'était posée lors de la mise en œuvre du premier SCOT des Vosges centrales qui avait été approuvé en 2008. Et donc, on était parti pour la mise en œuvre. Des contacts étaient pris sur le terrain avec les maires pour les inciter à réduire les zones urbanisables dans les documents d'urbanisme. Et c'est là que la question des friches a émergé, parce que dans notre territoire, du fait de son passé industriel, il y avait beaucoup d'usines vacantes depuis un certain temps. Et les élus nous disaient, mais écoutez, nous on veut bien limiter les lotissements, mais comment faire avec ces verrues qu'on a là en plein milieu des enveloppes urbaines? Et ils nous demandaient donc de faire quelque chose. Alors, l'idée de lancer cette démarche à l'échelle du SCOT, donc plutôt d'un grand territoire, est venue de là. Et elle s'est inscrite dans un plan climat, parce que le SCOT des Vosges centrales portait aussi un plan climat, et donc a trouvé sa place dans le programme d'action du plan climat. Assez vite, ça fait écho du côté de l'établissement public foncier de Lorraine, qui intervenait déjà sur la ville-centre. L'établissement public foncier de Lorraine s'était lancé dans un recensement ou un pré-recensement, on pourrait dire, des friches, mais dans les principales communautés de communes de plus de 5 000 habitants. Et donc, l'EPF était intervenu sur Épinal et Golbecq, qui était l'intercommunalité au centre du territoire, et avait procédé à un inventaire et avait commencé à réfléchir sur la requalification de ces friches. Et du coup, bon, voilà, l'idée est arrivée de dire, ah ben tiens, ce serait bien de le faire à l'échelle de tout le SCOT, parce que sur les autres intercommunalités, on avait moins de 5 000 habitants, donc ça ne rentrait pas dans le dispositif prévu par l'EPF. Et donc, à titre expérimental, l'EPF a soutenu cette initiative, et on s'est engagé dans une étude plutôt stratégique pour mieux connaître les friches et voir quelle stratégie avoir pour les requalifier. Alors, en termes de partenariat, on avait bien entendu les communes et les intercommunalités qui étaient en premier lieu concernées, puisque c'était à ce niveau que la dimension opérationnelle pouvait advenir, les initiatives.
Et donc, on avait aussi dans les partenaires, outre l'EPF qui a financé 40% de l'étude, la région et le département qui ont suivi aussi au niveau du financement. Alors, également l'ADEME. Alors, pour ce qui est de la motivation du syndicat, clairement, c'était de mieux prendre en compte ce potentiel foncier à côté duquel on était un peu passé dans le cadre du premier SCOT et pour pouvoir l'intégrer lors de la révision donc, qui allait advenir quelques années plus tard. Alors, pour se situer dans le temps, on était donc en 2010 au moment du premier plan climat et la révision a été lancée en 2014. Donc voilà, ce travail, ça va vraiment être de connaître les friches et de se lancer dans une stratégie territoriale de requalification, donc d'inclure ce regard à l'échelle d'un projet de territoire porté par des élus. C'est un exercice nouveau parce que jusqu'à maintenant, en Lorraine, bien qu'on ait une bonne expérience en Lorraine de requalification de friches, on travaillait plutôt à une échelle très locale et les bureaux d'études, enfin toute l'ingénierie était habituée à vraiment avoir des études de préalable assez fouillées et sur des sites limités. Là, on leur demandait d'intervenir déjà sur 150 communes et on va le voir au niveau de la méthodologie sur un grand nombre de sites. Parfait. Merci Laurence sur cette séquence un petit peu de présentation pour nous planter le décor. On va basculer dans le sud avec Amida qui va nous parler de son territoire et de la façon dont son service aussi s'est positionné pour prendre à bras le corps ce sujet des inventaires de friches. Bonjour Marie, bonjour à tous. Merci de nous offrir l'opportunité de parler un petit peu de notre travail sur la métropole Aix-Marseille-Provence, qui est une EPCI plutôt récente, issue donc, comme c'est assez indiqué, de la fusion de 6 EPCI. Donc on existe depuis 2016. On a 92 communes pour un territoire d'à peu près 1 900 000 habitants. On parle souvent pour notre territoire d'une métropole en archipel. Hein. On a deux grosses têtes qui sont Aix, en Provence et Marseille, hein, qui, bien que tout les oppose, ont fini par se marier. Mais pas que. 92 communes, il y a de la Provence là-dedans, des territoires, des grands ensembles paysagers comme le pays aixois avec effectivement la Sainte-Victoire ou les plaines de l'Accro du côté de Salon de Provence. Puis tout un espace littoral avec la Côte Bleue et le parc national des Calanques. Donc on a des grands enjeux paysagers, mais on a aussi on a de grands enjeux effectivement de développement, puisqu'on a par opposition dans notre sud-ouest de la métropole le grand port maritime de Marseille avec effectivement Fos-sur-Mer, à l'opposition à Saint-Paul-les-Durances, tout au nord-est de la métropole, on a un centre de recherche nucléaire, etc. Il y a beaucoup de choses, au milieu l'étang de Berre, et toute l'industrie, toutes les usines de raffinerie. Nous, on a effectivement, donc depuis 2016, mis en place au sein d'une direction foncier et patrimoine un service foncier métropolitain qui, pour se saisir un petit peu des enjeux fonciers sur le territoire, a mis en place un plan d'action foncière hein, qui a consisté, alors un peu globalement, hein, un grand diagnostic du foncier, des pratiques, des outils, etc. Pour derrière, effectivement, définir des actions et une stratégie foncière globale. Nous, parmi ça, on a essayé de travailler effectivement sur l'interface un petit peu de projets structurants au sein des documents cadres et d'identifier effectivement et pouvoir anticiper les besoins des différentes directions opérationnelles. À côté de ça, bah, effectivement, on a mis en parallèle en place des outils et certaines procédures et dans ce cadre-là, on s'est saisi effectivement d'une mission de prospection foncière. On a cherché pas mal de terrains, alors que ce soit pour de la planification, mais aussi pour de l'anticipation de besoins. Le PAF, il a accouché effectivement d'une mission connaissance du foncier et aussi d'une division stratégie foncière, au sein de laquelle on a mis en place un observatoire foncier métropolitain pour développer un peu la data. On a travaillé évidemment avec toutes ces bases de données à l'identification de gisements fonciers
Et puis, de fil en aiguille, on s'est auto-saisi pour travailler donc, sur l'IMEFU, donc l'inventaire métropolitain des friches urbaines, qui, bon, tout à l'heure, je déclinerai un peu le dispositif, mais voilà, qui nous permet effectivement aujourd'hui de nous positionner en tant que service de référence sur les questions de friches. Donc, depuis un an, donc c'est encore un peu récent. Merci Amida. Justement, vous nous mettez l'eau à la bouche. On va passer cette séquence sur vos méthodologies. Concrètement, comment vous y êtes pris les uns et les autres pour mettre en place progressivement cet inventaire et puis voilà toutes les difficultés peut-être que vous avez rencontrées dans ce processus. Donc, on va passer à cette séquence méthodologie avec Laurence sur le SCOT. Votre micro, Laurence, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc, en tant que SCOT, nous avions déjà un fonds de connaissance de notre territoire, hein, des bases de données. Nous faisons notamment un mode d'occupation du sol qui nous permet d'avoir une vision assez fine du territoire. On avait donc tout un tas de bases de données descriptives plus dans l'esprit projet de territoire. Et pour aborder donc la connaissance des friches, ce nouvel objet à l'époque pour le SCOT, on était parti donc de la base BASIAS. Et on a fait appel à un groupement de bureaux d'études, comme j'évoquais tout à l'heure. C'était un peu une première dans la région. Donc on a demandé à ce qu'il y ait une association entre un bureau qui connaissait bien la requalification des friches à fine échelle, qui donc connaissait bien la problématique, et un bureau d'études qui, lui, connaissait bien la problématique des SCOT et la problématique du développement territorial, donc à plus grande échelle. Et donc, ce groupement nous a accompagnés. Donc, c'était Urbicant pour le bureau d'études territoriales, et c'était le bureau Marc Verdier, donc assez connu en Lorraine, pour ce qui était de la connaissance des friches. Donc, on est parti donc sur une démarche d'études qu'on voulait très participative. On était, en tant que SCOT, très sourcilleux sur le fait que c'était un projet qui devait être porté par les élus et que les élus devaient être très, très impliqués, donc pas seulement un projet technique. Alors, on s'y est pris par une première enquête. Le site, l'exploitation de la base BASIAS nous a montré 900 sites, ce qui est assez pléthorique pour un territoire comme le nôtre. Mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait tous les sites, y compris ceux qui étaient déjà requalifiés, et des sites de toute taille. Donc, on a donné la priorité aux friches de plus d'un hectare, de 1000 mètres carrés, pardon, et vide depuis au moins 2 ans pour commencer à épurer le fichier. Et puis, partant de là, on a demandé à toutes nos communes, nos 154 communes, de regarder, on leur a envoyé une cartographie avec une localisation précise des friches sur leur commune, et de nous dire ce qu'il en était aujourd'hui, si c'était encore un enjeu, si c'était important, si elles souhaitaient s'investir dans la requalification. Voilà, donc on a fait un premier dégrossissage qui nous a permis de faire remonter, on va dire, 50 sites intéressants à étudier. Bon, c'est une méthodologie assez pragmatique. Alors, ces 56, là, par contre, ont été passés au crible d'une analyse multicritère qui croisait à la fois des critères d'aménagement et de développement territorial, s'appuyant sur les grandes orientations du SCOT. Donc, on attachait beaucoup d'importance, notamment au positionnement vis-à-vis de l'armature urbaine. Vous l'avez là sur la diapositive en haut à droite, parce qu'on avait cette volonté de mieux structurer le territoire autour de polarité. Et donc, on avait aussi comme critère, par exemple, l'accessibilité routière, enfin l'accessibilité par tous les modes de transport, pas que routière, justement. Les risques qui pouvaient exister sur ces territoires, et puis le patrimoine. Donc là, on était sur, je dirais, des critères un peu mieux connus au niveau de la profession dans le domaine, mais voir le potentiel du bâti, le potentiel du foncier, voir aussi la propriété, comment elle était organisée, voir la dureté de la propriété. On avait aussi quelques spéculateurs sur le territoire qui nous bloquaient les projets. Voilà. Et puis, on cherchait à voir aussi s'il y avait des enjeux par rapport aux politiques touristiques. Vous savez, les Vosges, c'est aussi un département touristique.
Donc, par rapport aux enjeux économiques, plus largement, par rapport aux besoins résidentiels, en service, voilà. Donc, à partir de cette analyse, on est revenu vers nos élus dans le cadre de groupes de travail pour leur montrer le classement de ces 50 sites qu'on avait identifiés. Et on a discuté, donc échangé avec eux, et on les a fait réfléchir pour faire ressortir une partie, une vingtaine de sites qui pourraient être considérés d'intérêt SCOT. Alors, c'était important parce que requalifier une friche, ça coûte très cher, on en a beaucoup sur le territoire, et l'EPF, qui est quand même l'outil principal d'intervention chez nous, disait, mais on ne peut pas assurer, il y a trop de demandes, il faut qu'on arrive à hiérarchiser, et derrière, bon, il fallait arriver à faire des montages financiers. Donc, le fait d'avoir ce label SCOT, en quelque sorte, donnait un coup de pouce parce que ça garantissait aussi aux investisseurs que leur argent était bien placé finalement, puisque ça allait servir vraiment de levier, contribuer au développement de ce grand territoire des Vosges centrales. Alors, je vous ai mis là un exemple pour vous montrer comment, suite à cette étude, on l'a réintégré dans notre SCOT. Mais on l'a à la fois réintégré dans le SCOT, mais on a aussi cherché à faire une passerelle vers l'opérationnel en étudiant plus finement, donc en sélectionnant avec nos élus, 4 sites pilotes, où là, on a été plus loin dans l'esprit d'études préalables de requalification de friches, sans s'y substituer, de manière à ce que ces sites qui semblaient particulièrement intéressants et démonstratifs, et démonstratifs aussi des différents enjeux à la fois urbains, ruraux, donc on avait fait un choix de ces 4 sites, puissent intéresser donc nos élus et amener une dynamique de réinvestissement portée par les EPCI de l'époque. Donc ça a bien marché. Et puis, nous, en 2014, on a cherché à réintroduire ce potentiel foncier et donc à revoir nos besoins, cette fois-ci nos besoins futurs en foncier, en tenant compte de ces friches. Donc, on était vraiment dans l'esprit un petit peu avant l'heure de la loi climat et résilience. Alors, pour vous décrire un peu, on était dans le premier SCOT à 500 hectares de besoins fonciers à vocation économique. Je vais prendre l'exemple économique. Bien sûr, les friches peuvent avoir d'autres vocations, mais pour ce qui est de l'exemple économique, on était à 500 hectares. C'est beaucoup pour un territoire comme le nôtre, surtout que pendant la mise en œuvre du premier SCOT, on s'était rendu compte qu'on n'avait consommé que 60 hectares. Il faut recalibrer. Et donc, on a recalibré en tenant compte de 57 hectares de friches à vocation économique. C'est-à-dire que sur les 22 hectares identifiés d'intérêt SCOT, on avait donc 150 hectares répartis en 57 sites. Et donc, on a réservé 50 hectares pour l'économique. Donc, avec le bureau d'études nous avait aussi un peu orienté de ce côté-là. C'était, je dirais, le noyau de friches qui se prêtait mieux à une vocation économique. On a aussi regardé les friches, le potentiel, pas les friches, mais le potentiel existant dans les zones économiques déjà existantes. Donc, on a pu dégager un potentiel encore non commercialisé de 78 hectares. Et du coup, on a réduit à 147 hectares nos besoins en extension urbaine pour l'économique, donc grâce à ce travail d'étude de potentiel des friches. Voilà, donc on a divisé par 3 quasiment l'objectif du premier SCOT. Donc, voilà pour la méthodologie. Merci beaucoup Laurence. Donc c'est très intéressant déjà de noter l'implication très très forte des élus dans cette démarche, et puis ces allers-retours, cette mise à l'épreuve du terrain qui est indispensable entre les bases de données et puis je dirais la vraie vie des territoires et tout ce qui à nouveau n'est pas forcément identifiable ou à jour. Et puis progressivement aussi ce chemin vers l'opérationnalité. Je vais passer la parole maintenant à Amida pour qu'il fasse le même exercice sur son territoire. Quelle méthodologie du côté d'Aix-Marseille-Provence? Votre micro, Amida, s'il vous plaît. Désolé. Je disais méthodologie, oui. Nous, juste pour rappel, on est une métropole récente, donc on n'a pas tous, c'est la fusion de plusieurs EPCI, donc
la culture du foncier n'est pas la même d'une EPCI à l'autre, effectivement, et on essaie d'avoir une approche métropolitaine de toute la stratégie foncière et des enjeux fonciers. On s'est abrogé, nous, un petit peu de la démarche, des démarches un peu de planification ou parfois trop opérationnelles, parce que bon, vous pouvez imaginer que sur un territoire aussi grand que le nôtre, il y a beaucoup d'intentions bonnes, de schémas directeurs, qui soient logistiques, d'appareils productifs, etc. Et puis, on n'a pas tous les mêmes métiers, quasiment, je dirais, sur les questions foncières. Donc, nous, on a vu dans un premier temps l'IMEFU, donc l'inventaire métropolitain des friches urbaines, comme un dispositif avec une dimension, effectivement, inventaire, hein, une technique utilisée. Enfin, on a utilisé les techniques SIG et les bases de données pour pouvoir effectivement travailler sur un premier test, donc l'an 1, sur des zones spécifiques dans lesquelles on a identifié des friches potentielles qu'on a fait vérifier et qui, du coup, sont devenues des friches avérées. C'est un travail qui s'est fait donc à partir des bases de données, mais aussi en appui avec des référents dans chaque anciennes EPCI, donc qui sont devenus des conseils de territoire, ce qui nous a permis effectivement de confirmer l'existence de la friche. Ça et là, on a eu donc les appels à projets du plan de relance et finalement on s'est positionné aussi en tant que prestataire après avoir fait ce travail de vivier, de friche, notamment auprès des porteurs de projets, pour les accompagner donc dans les demandes de subventions. Nous, on a travaillé essentiellement sur les appels à projets du plan de relance et les AMI régions, qui est un fonds qui a été détaché par les EPF et la région pour accompagner, identifier les friches, aider à l'acquisition, etc. Donc, ça a été effectivement pour nous une aubaine et puis ça nous a permis aussi de nous appuyer sur les référents parce que du coup, ça devenait un peu un travail donnant-donnant. Vous nous donnez l'info, vous nous aidez à constituer la base de données et puis nous, on essaie de faire maturer ce vivier pour voir s'il peut être potentiellement éligible. Tout ça, c'est fait autour d'évidemment une troisième dimension qui est un peu l'espace de dialogue, hein. Alors c'est un peu facile à dire comme ça, mais on a voulu un peu travailler sur les usages et les bonnes pratiques. Donc effectivement, on a organisé pas mal de comités techniques ou de comités de coordination pour essayer d'évaluer les besoins externes et internes et puis essayer de donner une bonne direction à tout ce vivier de friches. Voilà. Alors, il y a deux cases, hein, à gauche et à droite. Celle de gauche, effectivement, je mets que c'est un dispositif en tant que mécanisme, mais pas en tant que processus de décision, parce que on n'a pas voulu être trop technocratique sur notre démarche et plutôt être voilà, avancer doucement, sans s'imposer auprès des référents métropolitains pour essayer d'avoir d'abord un consensus avant de monter quelque chose de plus figé ou voire de plus prescriptif. Peut-être que dans 2-3 ans, on donnera un schéma directeur des friches ou un plan friche au niveau métropolitain. Mais ce qui me paraissait important, moi, c'est surtout d'abord de constituer le réseau de personnes qui allaient travailler avec nous, qui allaient se mettre autour de la table et qu'on commence à générer des procédures et des bonnes pratiques. Ça me paraît important parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de travail autour des friches, mais souvent qui vient d'en haut, mais pas forcément qui est généré par en bas. Et puis, c'est important, et c'est le lien avec effectivement la case qui est à droite, pardon, parce qu'on veut une méthode collaborative et c'est du dialogue que naît la collaboration. Donc, on veut d'abord insister sur le réseau de référents et puis essayer d'acculturer un peu tout le monde pour qu'on se mette au même niveau de technicité et de compétences pour travailler sur ces friches. Alors, précision aussi, hein, on a travaillé avec les agences d'urbanisme, notamment sur le volet technique du SIG, pour développer la base de données. Je crois que j'en ai fini avec cette diapositive. Voilà, trois étapes de l'IMEFU. Là, je vais aller peut-être un peu vite parce que c'est pas forcément l'essentiel, mais effectivement, on a d'abord défini pour réaliser notre inventaire de friches des zones d'études. On avait effectivement un dispositif d'offres foncières et immobilières des entreprises, là, le DOFI.
sur lesquels on s'est appuyé pour aller d'abord tester notre méthodologie avec effectivement des données utilisées pour le repérage, donc Locomvac, des données fiscales sur la vacance, la base de données ICPE et puis Data Infograph pour regarder les fermetures effectivement d'entreprises, de sociétés. Et on a des données de consolidation, notamment la base de données Citadel. On a regardé effectivement les permis de construire, si ça s'était déposé, si un permis sur une friche, bon, est-ce qu'on peut toujours considérer ça comme une friche? On a regardé effectivement aussi la base de données des mutations et on a regardé une base activité qu'on avait qui nous a permis effectivement de consolider cette première base. On a aussi consolidé parce qu'on a fait du terrain, on a fait aussi du street view, de l'orthophoto, et puis surtout on s'appuyait sur le réseau de référents qui nous a permis de faire toute cette vérification manuelle des friches potentielles pour les transformer en avérées. Voilà, je crois que je suis allé un peu vite sur la diapo, mais c'est l'essentiel. C'est très bien. Et en termes de résultats, du coup? Les résultats. Alors, sur 163 zones d'OFI, alors les résultats, bon, il y a les résultats chiffrés, mais il y a surtout le retour d'expérience qui me paraît important. Donc oui, voilà, donc 21 zones d'OFI retenues au final pour être investiguées. Celles-ci présentaient un minimum de 3000 m² de potentiel friche, donc c'est pour ça qu'on les a sélectionnées. De 215 friches potentielles, enfin au final ils sont ressortis 215 friches potentielles, ce que je mets 740 000 m² donc de surface de plancher. Ce qui est assez particulier, c'est que un quart donc de ces friches correspondent à des sites ICPE, et pour autant c'est 80% des surfaces. Donc effectivement, faut s'interroger sur notamment la priorisation de ce qu'on va aller chercher, sachant que 3/4 de ces friches sont sont ressortis des fichiers Locomvac et ils représentent que 20% des surfaces. Au final, 215 friches, il n'en reste que 15% après le travail d'identification, de vérification. Et donc oui, voilà, l'enseignement, c'est qu'au final, aucune base de données n'est totalement pertinente. Même en recoupant plusieurs bases de données sans avoir utilisé finalement Basias Basol, on arrive à peu près à des résultats voilà, de cet ordre-là. Voilà. Et puis oui, un dernier point sur l'expérience, on s'est aperçu aussi, et c'est vrai qu'on s'est pas mal interrogé, et je fais peut-être aussi le parallèle avec le SCOT des Vosges, mais effectivement la position de ces friches par rapport au territoire en jeu. Nous, on a fait une sélection au sein des zones d'OFI, qui étaient identifiées effectivement par la métropole comme des zones prioritaires économiques. Aujourd'hui, on rétropédale parce qu'on se dit qu'effectivement, ce sont des sites qui sont déjà, qui sont déjà à la loupe des services éco, du service aménagement, etc. Donc, on s'est dit que la prochaine fois qu'on allait chercher des friches, on allait chercher des friches qui sont un peu dans l'angle mort de l'aménagement, sachant qu'il n'y a pas... Dans l'angle mort, j'entends par là des friches qui peut-être ne bénéficient pas autant de dispositifs, au moins de veille et de surveillance. Voilà. Merci beaucoup, Amida, pour ce complément. On voit bien un parallèle dans les deux approches et puis aussi toute l'énergie que ça demande finalement pour repérer finement et puis valider qu'il s'agit bien d'une friche. Voilà, on parle de création d'un réseau des inventaires territoriaux de friches. Alors, vous, quelles seraient à tous les deux vos attentes par rapport à un tel réseau avant de passer aux questions sur cette séquence qui, j'imagine, abonde sur le chat? Laurence, je vous en prie. Merci. Alors, bon, on va voir je vais peut-être m'exprimer un peu au nom du territoire et au nom de la Fédé, parce qu'au niveau de la Fédé, il y a aussi des réflexions dans le domaine des friches. Alors, un point commun, je dirais à la fois en tant que territoire local et puis réseau de SCOT, c'est que les inventaires, oui, il faut faire des inventaires à jour, mais il ne faut pas oublier leur finalité. Et il faut vraiment les replacer dans une stratégie, un projet stratégique de territoire. Les friches, ce n'est pas un objet isolé, c'est vraiment un objet qui doit trouver sa place, surtout maintenant avec l'objectif national zéro artificialisation nette. Ça va devenir un enjeu de plus en plus convoité, y compris aussi pour les aménageurs, les promoteurs privés.
les projets de requalification de friches seront plus seulement portés par la puissance publique. Enfin bon, c'était déjà un peu le cas, mais je crois que l'intérêt du privé va s'intensifier. Et d'où l'importance de bien connaître ces sites qui vont être les potentiels fonciers de demain, pour voir comment on peut s'appuyer dessus pour valoriser des projets de territoire plus économes en foncier. Le deuxième point, qui est un peu le corollaire, c'est qu'il va falloir prioriser ces friches. Pour notre part, dans les Vosges centrales, on a fait un atlas suite à cette analyse en termes de produits finalement et de transmission de la connaissance, de manière à ce que toutes nos communes puissent situer et connaître leurs friches et la situer dans le territoire, enfin le projet de territoire plus large. Et on a fait aussi un guide méthodologique de reconquête des friches, de manière à aider le plus petit maire rural quand une usine ferme, à tout de suite avoir les clés en main d'intervention pour éviter que les locaux deviennent une friche de longue durée qui va venir gangréner le centre-bourg ou le cœur du village. Alors, donc la friche, il faut qu'on réfléchisse aussi sur son potentiel par rapport à tous les besoins du territoire. Souvent, c'était reconverti sur du résidentiel, beaucoup en milieu urbain, métropolitain. Le SCOT des Vosges centrales représente ici peut-être plus la dimension ville moyenne et milieu rural. Donc, il y aura aussi d'autres, il faut penser aussi à tous les autres usages, notamment économiques évidemment, mais aussi touristiques, énergétiques, de services. Et puis, alors, j'ai vu dans le chat qu'on parlait de biodiversité. J'en profite aussi pour répondre. C'est vrai qu'en 2010, on a fait l'étude entre 2010 et 2012. À l'époque, la dimension de biodiversité et la question des trames vertébrées était beaucoup moins prégnante. Donc, dans notre premier SCOT, on avait déjà un peu des pistes, des orientations, mais la deuxième révision a permis de définir plus précisément la trame vertébrée. Mais cette étude sur les friches, le cabinet donc, qui nous a fait le travail, et notamment l'analyse multicritère, de lui-même a mis en évidence qu'on ne pourrait pas réutiliser toutes les friches, surtout certaines friches qui étaient déjà reconquises par la nature dans certains petits villages qui étaient vacantes depuis 20 ans, quelquefois même, des anciennes tréfileries, et on voyait les arbres qui poussaient même carrément dans les bâtiments. Donc ça c'est effectivement un enjeu très important qu'il va falloir réintégrer dans la réflexion, d'autant plus qu'on a, avec le zéro artificialisation net et le N, le net, cet enjeu de renaturation. Et pour pouvoir avoir un petit peu de souplesse dans l'artificialisation, il faudra aussi être en capacité de renaturer certains sites. Et vu l'importance, peut-être pas dans tous les territoires, peut-être pas autant de friches que chez nous, mais vu l'importance quand même du potentiel de friches industrielles, on peut se dire aussi qu'il va falloir qu'on porte la réflexion sur les possibilités de renaturation et peut-être d'utilisation pour produire, outre la renaturalisation, des usages un peu moins urbains, comme produire de l'énergie par exemple, ou peut-être gérer certains déchets sur des sites pollués. Et ça nous entraîne vers une réflexion sur comment aborder la requalification des friches demain. On se rend compte avec la loi climat qu'on est confronté à une espèce de révolution de notre modèle d'aménagement du territoire, de nos modèles d'intervention sur des opérations d'aménagement. Ça touche aussi les friches. Est-ce qu'on va pouvoir faire des requalifications de friches de luxe, excusez-moi, comme on a fait jusqu'à présent? C'est vrai que c'est des beaux projets, on n'a pas beaucoup. Des belles interpellations pour le réseau. C'est des très beaux projets, mais avec des normes aussi très contraignantes. Et avec nos élus, on a fait aussi des visites à l'étranger. On est allé dans le Vorarlberg, et on est allé aussi à Bâle, et on a été absolument étonnés de voir, par exemple, que les Suisses, qui sont quand même connus pour leur caractère très rigoureux, requalifient des friches, mais de manière, ils sont en capacité de le faire d'une manière sobre,
la requalification frugale. Enfin, on a vu des sites qu'on pourrait qualifier de requalification frugale, où on avait encore beaucoup de matériaux qui pendaient, mettons, au plafond de l'ancien usage. Et puis en dessous, ils avaient aménagé un très beau restaurant. Des pistes intéressantes donc, qui pourront nourrir aussi. Voilà, comment aborder la pollution et comment vivre aussi avec la pollution, parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas tout requalifier, même si on va avoir beaucoup d'intérêts privés dans l'affaire. Voilà, donc il y a plein de pistes, à mon avis. Oui, absolument. Au-delà d'un simple inventaire. Un agenda très dense. Merci pour toutes ces réflexions, Laurence. Et Amida, de votre côté, on va essayer de laisser un peu de temps pour les questions. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et de très bonnes d'ailleurs. Pour éviter de paraphraser, moi, ce qu'on peut attendre d'un réseau des inventaires, bon, déjà, c'est une communauté qui effectivement pousse un peu plus les réflexions. Alors, effectivement, des enjeux d'emboîtement d'échelle à différentes échelles des inventaires, que ce soit de l'échelle régionale, à l'échelle de l'EPCI ou à l'échelle nationale. Donc, en fait, il y a à la fois cet accompagnement peut-être technique d'aller, voilà, pour par exemple la région, aller dans des territoires où effectivement ils sont peut-être moins outillés pour recenser les friches, ou aider à la coordination dans des territoires qui sont mieux outillés. Moi, je pense que vraiment l'idée, c'est d'aller à la fois vers ce que je dis pour plaisanter, l'AMU, l'assistance à la maîtrise d'usage, vers des bonnes pratiques collectives sur la question des friches, et puis surtout d'accompagner les collectifs, enfin en tout cas pour nous accompagner vers une nouvelle typologie des friches urbaines et sortir un peu de cette segmentation des friches industrielles, des friches délaissées de voirie ou des friches commerciales, mais plutôt que d'aller vers des typologies de friches, de typologies de blocage, qui font quoi, voilà. Pourquoi ces friches ne bougent pas? Est-ce que ce sont des problèmes de domanialité? Est-ce que ce sont des problèmes de coût de dépollution, etc. Donc en fait, d'aller plus vers cet exercice de typologie de friches urbaines. Après, oui, on peut toujours évidemment avoir un enjeu aussi plus institutionnel, effectivement, de positionnement d'un service foncier comme chez nous, sur l'expertise sur ces questions-là. En fait, on est là aussi pour apprendre, et apprendre des autres sur le développement de leur réservoir de connaissances, donc en matière de renouvellement urbain, d'équilibre. On a évoqué ça, effectivement, l'équilibre de l'aménagement. Voilà, est-ce que les friches sont destinées à répondre à tous les enjeux d'étalement urbain, voilà, de compensation ou pas? Enfin voilà, donc je dis ça un peu pêle-mêle, mais effectivement, il y a aussi un enjeu de positionnement pour nous, le service foncier, de s'acculturer sur les questions d'aménagement, et d'avoir une plus grande expertise à travers effectivement une gestion optimale de nos friches. Merci beaucoup à tous les deux. On voit bien le caractère ultra sensible et stratégique finalement de cet objet. La friche, je me tourne vers Audrey pour peut-être sélectionner quelques questions du chat. Je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes vu l'heure qui tourne à toute vitesse comme d'habitude. Alors oui, beaucoup de questions. Peut-être une première question qui était plutôt pour Amida, mais je pense que Laurence pourra répondre aussi sur qui participe au réseau des référents, et est-ce que des spécialistes de la création de tiers-lieux ont été intégrés au réseau des référents en PACA? Alors, il y a des tiers-lieux sur des friches, oui. Alors, nous, on ne travaille pas forcément sur ce type d'occupation. Après, le tiers-lieu, pour la métropole, généralement, c'est sur des friches de propriété métropolitaine. Donc, tous les tiers-lieux ne sont pas destinés à être sur des friches métropolitaines. Il y a aussi des friches communales. Donc, sur cette question-là, l'autre question, c'est le réseau de référents, comment on l'a constitué? Vous pouvez préciser la question sur le réseau des référents? Oui, c'était qui est intégré en fait? Quelles sont les personnes et les entités intégrées dans le réseau des référents? D'accord, le réseau des référents, c'est un réseau de référents d'agents métropolitains qui est intégré un peu, qui peut. En fait, c'est pas mal de coups de fil, de recherche de référents
En fait, le gros du travail, c'est de trouver des personnes, enfin, c'est des agents métropolitains qui sont donc déployés sur leur conseil de territoire, donc les anciennes EPCI, qui travaillent en règle générale sur la thématique foncière ou la thématique éco, qui ont bien voulu participer à la démarche. Donc, comme je disais préalablement, effectivement, il y a des chargés de projet qui nous ont aidés, il y a des référents fonciers, etc. Donc, en fait, on fait un peu avec qui veut bien rentrer dans la démarche, sachant comme je disais tout à l'heure, on est dans un dispositif en tant que mécanisme, mais pas en tant qu'outil ou procédure technocratique. Donc, on est un peu dans une démarche bénévole, et qui fait que en fait, finalement, ça marche plutôt bien. Quand les gens n'ont pas un document qui arrive d'en haut du DGS, DGA ou directeur pour leur dire de faire quelque chose, et qu'ils ont plus quelqu'un au téléphone qui vient les solliciter, en fait, et notamment leur expertise, en fait, ils sont beaucoup plus participatifs. Une deuxième question. Je suis désolée parce qu'il y avait beaucoup de questions, donc je fais un condensé. Une question sur l'intégration des friches d'origine agricole. Savoir est-ce qu'elles ont été intégrées. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de friches agricoles sur la métropole. Pour nous, c'est l'IMEFU, c'est l'inventaire métropolitain des friches urbaines. Pas de friches agricoles. Alors, on n'a pas travaillé sur les friches agricoles. Alors, du côté des Vosges centrales, pareil, en 2010, donc on n'avait pas une approche aussi large. Mais en revanche, au moment de l'évaluation du SCOT avec notre outil MOS, un mode d'occupation du sol, on s'est rendu compte que si la ville grignotait les terres agricoles, chez nous, grignotaient la forêt. Et donc, finalement, qu'il y avait, en termes alors c'est peut-être pas des friches agricoles chez nous, ça va peut-être être des friches forestières, hein, notamment, on est un territoire très forestier, il y a eu les tempêtes, il y a eu beaucoup d'arbres, voilà, il y a eu aussi les sécheresses, il y a eu les scolytes, et ce qui fait qu'on s'est rendu compte, alors que le premier SCOT protégeait beaucoup la forêt, que tout ce qui est petit bosquet avait tendance à être grignoté, et que de fil en aiguille, ça représentait quand même une surface importante. Et dans notre bilan de SCOT, on a fait le bilan de l'artificialisation, mais on a regardé un peu comment ça se passait, les vases communicants entre les grandes catégories NAF, agricoles, forestières et naturelles, voir aussi comment ça se passait. On voit bien ces jeux un peu de transfert, hein, avec, au final, la forêt qui a été pas mal grignotée. Les espaces naturels s'en tirent assez bien, mais dans notre réflexion, on n'a pas intégré la reconquête spécialement de ces terrains délaissés agricoles, qu'on a assez peu d'ailleurs sur notre territoire. Merci Laurence. On va prendre une question dans la salle. Oui, bonjour Hélène Durand, Alizé Géomatique. Alors, merci à Mme Bertrand d'introduire justement cette notion d'environnement des friches à travers les MOS, dont nous sommes un peu spécialistes. Une question, est-ce que dans le réseau des friches, la notion de résilience de ces espaces a été prise en compte, notamment par rapport au cycle de l'eau et à toutes les éco-fonctionnalités qu'on recherche maintenant de plus en plus dans un équilibre finalement parfois délicat entre cette notion d'imperméabilisation introduite par le ZAN et celle de densification parfois contradictoire finalement. Qui se lance? Bonjour Hélène. Du coup, oui, question. Alors nous, non. En fait, je pense que sur la question aujourd'hui de la friche, je pense que le vivier, il est trop sommaire à ce stade-là, et la démarche est beaucoup trop récente pour qu'on puisse rentrer encore dans ces dimensions-là, éventuellement de l'aménagement de ces friches, enfin, on est encore, pour nous, en tout cas, on est encore trop jeune. Alors, chez nous, elle a émergé, on va dire, en cours de route. Alors, effectivement, dans notre grille d'analyse multicritères, on était plutôt sur les risques, les contraintes, les risques. Alors, pour ce qui est de l'eau, les risques d'inondation. Parce qu'on a aussi beaucoup de sites qui sont sur les bords de la Moselle, proches de cours d'eau, hein. Historiquement, les anciennes industries étaient proches des cours d'eau. Et donc, on a regardé, cet aspect-là a émergé.
Et en cours de route, comme je le disais, il y a aussi la question de la renaturation qui s'est posée. Et il y a une troisième question qui a émergé, qui était effectivement au niveau des rejets d'assainissement. On est un département qui a dû faire beaucoup d'efforts ces dernières années. On était un peu en retard dans ce domaine, notamment au niveau des zones économiques. Et du coup, effectivement, c'est une question qui pourra se poser aussi par la suite sur les sites qui seront requalifiés en fonction des usages futurs avec tous les coûts que ça induit. D'où l'intérêt effectivement maintenant de se poser cette question sur l'éco-fonctionnalité. Alors, il y a un autre point qui a émergé donc suite à notre inventaire. On s'est rendu compte que sur certains sites, il y avait une grande partie qui était pas artificialisée. C'est-à-dire que l'ancien site de la propriété industrielle avait, par exemple, à l'arrière, toute une partie qui était en prairie ou qui pouvait être quelquefois en forêt, qui n'était pas artificialisée et qui ouvre donc après, qui s'est recroisée parfois avec des enjeux de trame verte et bleue. La trame verte et bleue, elle a été affinée dans le cadre de la révision du SCOT, donc après l'étude friche. Et en ce moment, donc ça rejoint peut-être une question aussi qui a été posée, où est-ce que vous en êtes dans la requalification de ce que vous aviez observé? Alors c'est lent, là, le travail de reconquête est lent parce que c'est coûteux, on est quand même un territoire rural, mais il y a plusieurs grands sites stratégiques et donc qui sont en cours de réinvestissement, dont un qui fait 40 hectares, on appelle ça la ville-usine de Thaon-les-Vosges, un ancien empire Boussac, qui est très intéressant parce qu'il y a à la fois des locaux, avec la contrainte de pollution, mais il y a aussi toute une partie naturelle et on a un corridor écologique qui rase la friche et qui passe sur la partie naturelle. Et donc actuellement, on est en train de travailler avec la région, la commune, la petite ville donc, qui a ces 40 hectares de friche. Ils nous ont associés à leur réflexion sur le devenir de cette friche, et cette dimension trame verte et bleue est inclue parmi toutes les autres dimensions. Donc il y aura plusieurs vocations et l'esprit c'est aussi de rendre toutes ces activités compatibles. Merci beaucoup Laurence. J'invite tous les participants présentiels ou à distance de se rapprocher de nos intervenants pour répondre à toutes les questions complémentaires. C'est l'esprit du réseau à venir aussi. Il nous reste peu de temps. J'invite, merci d'abord beaucoup Laurence et Amida. C'était vraiment très, très intéressant et que le début. Benoît Lepezan de la Banque des Territoires et Lucien Bolotte du LIFTI pour cette dernière séquence. Merci à tous les deux. Le petit coup de gel. Ah, c'était là, pardon. C'est moi qui fais des bêtises. Et voilà. Benoît, des réactions à chaud, parce que je crois que la Banque des Territoires est déjà fortement mobilisée dans ces territoires. Oui, bonjour à tous. Alors, Benoît Lepezan, donc moi je m'occupe du développement, du financement de l'industrie à la Banque des Territoires. Donc, j'ai évoqué mon propos sur cet angle-là. Déjà, premièrement, ce qui est intéressant par rapport aux deux interventions des collectivités, c'est que ces inventaires se traduisent par des projets. Je pense par exemple sur le territoire Aix-Marseille Métropole, on a financé par un prêt l'EPF PACA justement pour la reconversion d'une friche Orano à Istres, ou encore récemment l'investissement dans la reconversion d'une friche Pernod Ricard pour le transformer en tiers-lieu. Avec l'État, avec les associations de collectivités, dans le cadre du programme Territoire d'Industrie, on essaye on constate qu'il y a eu un accroissement de l'attractivité industrielle française. Mais cette attractivité aujourd'hui qui est vraiment présente, et on est souvent en tête des classements, par exemple de EY sur l'attractivité, se confronte à des enjeux dont on a parlé un peu, par exemple de sobriété foncière. Et on a du mal à répondre aux industriels qui veulent s'implanter tout de suite en France. Et donc, l'État, Business France ont institué une démarche qui s'appelle les cycles clés en main, donc qui permettent aux industriels de s'implanter rapidement. Il y en a 127 en France.
Mais cette démarche doit être amplifiée et notamment doit s'appuyer sur ces inventaires, mais plus globalement sur la donnée, pour permettre justement aux industriels de s'implanter rapidement. Et donc pour nous, les inventaires, c'est très, très important puisque ça permet d'une connaissance précise pour apporter de nouveaux industriels et de l'activité économique en France. Lucien, est-ce que tu peux peut-être rappeler aussi du côté du LIFTI pourquoi cet intérêt des friches, un petit historique rapide déjà identifié depuis un certain temps? Oui, bonjour à tous. Oui, l'IFTI s'est penché dès le début, c'est-à-dire juste après sa création, dès 2017, sur la problématique du recensement des friches. L'IFTI a fait 3 constats. Le premier constat, c'est qu'on avait du mal à mesurer au niveau global l'importance du phénomène friche. Certes, on disposait d'exploitation déjà ancienne des fichiers Basias et Basol qui ont été évoqués. Il y a eu un ancien recensement de l'ex-Datar. Ce qui était rassurant d'ailleurs, c'est qu'on avait déjà un ordre de grandeur, c'est-à-dire entre 80, 100 000, voire 150 000 hectares de friches. Mais le deuxième constat, c'est que les friches ne sont pas un stock figé. Les friches sont un monde vivant, si je puis dire, c'est-à-dire que des friches se créent, des friches disparaissent parce qu'elles sont aménagées, et surtout, il faut sortir du cadre traditionnel friche industrielle que l'on a commencé à observer notamment dans les régions françaises qui ont été le plus concernées par le phénomène désindustrialisation. Bien entendu, on retrouve beaucoup de friches industrielles dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Grand Est, en Normandie que j'ai connu, ou dans certains secteurs industriels, y compris dans le Sud. Mais il faut sortir de ce cadre, il faut constater que des friches tertiaires se développent. On a parlé des friches militaires, mais là aussi dans certaines régions françaises, des friches d'activité, des friches y compris de bâtiments publics ou d'équipements publics. Donc ça, c'est un constat important qui vise à mieux appréhender le phénomène friche, qui a d'ailleurs conduit l'IFTI à se pencher sur la question de la définition des friches. Marc Kaczynski en parlerait mieux que moi, puisque l'IFTI a contribué à donner une définition des friches dans la loi climat et résilience. Et le troisième constat que l'IFTI a fait très vite, c'est l'importance des démarches de terrain, qui a été d'ailleurs vérifiée ici dans la présentation que nous avons eue, c'est-à-dire on ne peut pas se contenter, malgré tout l'intérêt de la mise à disposition de données, de l'open data, de l'exploitation de fichiers de données, on ne peut pas s'en contenter. Il convient d'avoir une démarche qui va au niveau des communes, qui va vraiment à l'écoute du terrain pour bien connaître et ne pas oublier des gisements de friches importants. Merci Lucien. Peut-être une question qui s'adresse à tous les deux. Donc sur cette démarche du réseau des inventaires territoriaux de friches, comment vous la situez et voilà, par rapport à d'autres démarches, bien spécifier qu'elle est dans une forme de complémentarité. Voilà, pourquoi la Banque des Territoires soutient cette démarche également? Alors, effectivement, on a une grosse orientation donnée à la Banque des Territoires. On a constitué un outil DataVis Territoire Industrie qui nous permet de répondre aux demandes des industriels. Par exemple, on a un industriel en Île-de-France qui nous a envoyé son cahier des charges, quel type de personnes il souhaite recruter, quel type de foncier il veut, quel type d'infrastructure de transport. Et donc, au travers de cet outil, on arrive à donner des réponses à des industriels. Mais effectivement, pour nous, les inventaires, c'est une première étape. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir apporter des financements au projet, que ce soit en termes de prêts, d'investissement, de fonds intermédiaires, etc. Voire d'ingénierie, on a une grosse capacité de financement, de cofinancement d'ingénierie. Et donc voilà, pour nous, c'est important cette première étape, puisque c'est des sujets assez compliqués, les friches, de traitement, de reconversion des friches, qui demandent de nombreuses ingénieries préalables pour éviter de se retrouver piégé par des montants financiers un peu trop élevés.
Et donc, c'est vraiment cette première étape qu'on a voulu développer en rejoignant ce réseau. Et Lucien, si tu peux évoquer cette complémentarité. Alors, cette notion de réseau, elle est arrivée, là c'est encore un petit point d'historique, elle est arrivée avec 2 études que l'IFTI a confiées à la junior entreprise Centrale Lille Projet, visant dans un premier temps à identifier les démarches intéressantes. Donc, comment les identifier avec un questionnaire très large, très ouvert sur la nature des inventaires, leur maîtrise d'ouvrage, les questionnements, les données introduites, etc. Cette première étude a permis de montrer qu'il existait déjà des démarches avec des maîtres d'ouvrage divers. Ça peut être des établissements publics de coopération intercommunale, des agences d'urbanisme, voire des services de l'État impliqués dans des démarches le plus souvent participatives. Et sur la base de cette première étude, on a cherché à définir ce qui pouvait constituer les éléments d'un référentiel commun permettant d'articuler les inventaires locaux entre eux. Et sans développer cette notion de référentiel, vous imaginez qu'il y a dedans des caractérisations géographiques, administratives, etc. Il y a un point sur lequel je veux mettre l'accent et tout à fait en complément de ce qu'a dit Benoît, parce que nous aussi, nous nous inscrivons dans une démarche de projet. Par définition, les friches ne doivent pas rester en l'état et aussi bien Laurence que Hamida ont beaucoup souligné le fait qu'il y a un temps pour le diagnostic, un temps pour la stratégie et un temps pour le projet. Mais en complément de ce que vient de dire Benoît, je voudrais souligner l'importance que prennent les questions de caractérisation environnementale, écologique, et le fait que ces démarches sont apparues avant les récentes lois, mais qu'elles sont d'autant plus d'actualité qu'elles s'inscrivent dans les processus de la loi climat et résilience, de la stratégie nationale sur la biodiversité et de la prise de conscience de l'intérêt du réchauffement climatique. Et sur le réseau qui est en train de se constituer, l'IFTI souhaiterait beaucoup contribuer à faire avancer les démarches qui articulent les démarches de projet, les démarches de mise au point de financement et les questions justement de stratégie de sobriété foncière et de maintien ou développement de la biodiversité. Merci beaucoup Lucien, ça fait une belle transition et j'invite Marc peut-être pour le mot de conclusion qui n'est en fait qu'une ouverture. Voilà, et on libérera à l'issue tous nos participants voilà, sur cette séquence plus de débats avec le SCOT des Vosges et la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Merci Marie. Je remercie la Banque des Territoires et son hub dont j'ai découvert l'existence à l'occasion du Salon des maires, pour... oui. C'était bon avant. Voilà, donc je renouvelle mes remerciements donc, à la Banque des Territoires pour cette initiative que nous partageons dans le cadre de notre partenariat, et pour vous dire aussi que moi, je ne conclus pas. Je veux dire qu'on n'est pas venu ici pour conclure quelque chose, on est venu ici pour ouvrir quelque chose. Donc la question, elle a été lancée, et en saluant les participants, aussi bien en visio qu'en présentiel de notre événement, cette initiative, elle a été lancée, au fond, à partir des travaux de l'IFTI qui ont été rappelés par Lucien Bolotte, à l'occasion d'un groupe de travail que Madame Emmanuelle Wargon, ministre, avait mis en place en juin 2019 et auquel nous avons été conviés en partenariat avec l'AMF pour justement animer l'un des groupes de travail sur les inventaires. On avait déjà effectivement été identifiés comme des parties prenantes d'une démarche d'inventaire. Ce qui a permis d'ailleurs à nos amis du CEREMA de se retrouver avec une commande sur
un observatoire national sur les friches qui s'est traduit donc par la démarche carte aux friches. Carte aux friches, c'est bien, mais si c'était articulé au territoire, ça serait mieux. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont nos amis du CEREMA qui le disent. Et c'est pour ça que, en faisant ce cheminement entre les besoins des territoires qui ont été superbement illustrés ce matin, le nord, le sud, la mano dans la mano, enfin c'était vraiment très bien ça. Hein. Et donc les besoins des territoires et les besoins au niveau national. Je n'exclus pas bien sûr le niveau régional, mais on pourra s'en dire un mot dans le cadre de l'organisation des réseaux. Hein. Et le niveau national pour que justement on puisse à la fois porter des politiques nationales en matière de recyclage et de reconversion des friches et les inscrire de façon très puissante sur le territoire. Les seuls acteurs qui vont, au bout du compte, pouvoir les porter, ce sont des acteurs, des porteurs de projets au niveau des territoires. Et ça dissout aussi, pour moi, la relation entre public et privé, c'est-à-dire c'est un même sujet auquel l'ensemble des acteurs sont confrontés. Que ça soit pour constituer le fil rouge par la connaissance qui va permettre d'alimenter des stratégies publiques ou des stratégies privées. J'ai eu l'occasion hier au CIMI de rencontrer un certain nombre d'acteurs privés, des détenteurs de patrimoine industriels. Eux aussi sont confrontés à une question de définition de stratégie. Et donc, cette question de la connaissance au service de la formulation de stratégie, c'est pour moi la bonne façon de prendre le sujet. Et quand on a des stratégies, même si elles sont différentes, on peut mieux dialoguer. Donc, c'est en fait ce qu'on vous propose, c'est de créer un nouveau langage, le langage des friches, bien l'apprendre, le comprendre, sa grammaire, et ensuite le partager, bien sûr, puisque les langages, c'est fait pour être partagés. Voilà notre ambition. Merci beaucoup, Marc. Donc là, je crois qu'on a un petit temps de semi-pause pour s'organiser et puis pour aussi faire réagir. Je crois nous avons Monsieur Garrido. Alors, nous avons effectivement... Et puis différents... voilà. Les partenaires signataires à venir de cette future convention, qu'on invite aussi à s'exprimer. Voilà. Donc, et ce que je dirais, c'est que c'est le début d'un réseau. Hein, donc, aussi bien par rapport au territoire qu'au niveau des acteurs de niveau national. Hein. Je pense qu'on n'a pas encore fait le tour de l'ensemble des acteurs au niveau national qui peuvent être intéressés par le sujet. Oui. Micro-pause. Avant de peut-être, donc là c'est plutôt un message pour ceux qui assistent à distance à cette webconférence, voilà, pour leur signifier qu'on est plus dans ce moment, je ne vais pas dire protocolaire, loin s'en faut, mais sur ce volet convention. Donc invitons les partenaires signataires, voilà, peut-être s'ils en sont d'accord à témoigner. Dans la foulée, j'ai vu que Nathalie Fourneau, qui représente l'AMF, était présente. Je peux lui proposer de venir nous rejoindre. Frédéric Lasseron, également, du CEREMA, qui est un des partenaires signataires. Lucas Chevrier, également, qui représente... Alors, il ne faut plus dire l'ADCF, il faut dire Intercommunalité de France. Hein. Voilà. Je vous propose de venir. Donc, en ligne, nous aurons également donc, Francis Garrido, qui représente le BRGM. Et je rappelle bien sûr que la Banque des Territoires, l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'ADEME sont... vous êtes présentes, vous représentez l'agence. Venez donc, venez donc. Voilà, donc, ce que je propose tout simplement, c'est de vous passer la parole pour que vous puissiez faire part de, j'allais dire, de ce qui peut vous motiver dans l'investissement sur la constitution de ce réseau. Et je commence historiquement, puisque je l'ai évoqué, par Nathalie. Alors, attention. Je viens de me mettre du geste.
Voilà. Je viens Je de mettre du respecte gel. le protocole. Hein. On se nettoie les mains avant de se passer les micros. Alors bonjour à tous. Oui, voilà. Écoutez, merci beaucoup de nous recevoir, enfin voilà, de me recevoir voilà, humblement pour l'AMF, puisque je représente juste les services aujourd'hui. Je suis responsable de l'aménagement des territoires à l'AMF. En fait, on avait participé avec plaisir aux travaux de l'IFTI depuis 2019 sur justement l'inventaire national des friches. Nous avions participé à la définition des friches dans la loi climat. Et c'est un grand intérêt pour l'AMF en fait, de justement potentiellement bénéficier de ce réseau pour affiner justement la connaissance des différents types de friches et finalement des différentes méthodologies qu'on pourrait utiliser pour fiabiliser les données en matière d'identification des friches et des usages potentiels de ces friches. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet pour nous d'intérêt, c'est d'arriver à donner les moyens à nos élus et à nos adhérents de bénéficier d'une information la plus concrète possible sur les données existantes qui leur permettent de qualifier des gisements fonciers qui leur permettront justement d'agir en matière d'aménagement et de stratégie de territoire à l'avenir dans le cadre justement des objectifs ZAN qui sont colossaux dans les années qui viennent. Voilà, merci beaucoup. Je propose que Lucas Chevrier, qui a aussi... Oui, bon, voilà. Je vous le rends tout à l'heure. Au nom d'Intercommunalité de France. Alors bonjour, voilà, je représente du coup Intercommunalité de France, je suis le conseiller économie et industrie. Je vous prie d'excuser Floriane Boulet, ma directrice générale qui n'a pas pu venir. Oui, comme ça c'est mieux. Ok. Que dire, oui, nous on travaille aussi sur du coup ce sujet des friches pour des préoccupations, je pense, assez similaires, puisque tous deux représentons des collectivités locales. On travaille sur ce sujet notamment depuis la loi NOTRe, qui a transféré donc la gestion du foncier économique aux intercommunalités. Voilà, le zéro artificialisation net et le programme territoire d'industrie, on a notamment travaillé avec Jamila Jaidan, la délégation territoire d'industrie, ont accéléré vraiment ce travail, tout simplement pour faire face aux besoins d'implantation des entreprises. On réindustrialise pas sans foncier. Donc on avait remis un rapport à Jacqueline Gouraud et Agnès Pannier-Runacher qu'on avait construit ensemble avec l'ANCT. Ensuite, je pense qu'il n'y a pas que le sujet économique, c'est aussi un sujet de redynamisation des centres-villes, par exemple. Donc il y a des programmes comme Action Cœur de Ville aussi qui portent une certaine attention à ce sujet. Et plus globalement, je pense que c'est surtout un besoin de en fait justement fédérer tous les différents acteurs qui existent au niveau local pour justement trouver des solutions sur ce sujet des friches, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient en termes d'habitat, etc. Et du coup, en fait, justement, les différentes présentations l'ont bien montré. Sur ce sujet, on n'avancera pas seul. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin des EPF, il y a besoin des intercommunalités, il y a besoin des régions. Et c'était une des principales conclusions de notre rapport. La réhabilitation des friches mobilise un ensemble d'acteurs très large. Donc, il y a un besoin de mise en réseau au niveau local, mais aussi de mise en réseau au niveau national. Et je pense que justement, un réseau comme nous sommes en train de constituer est assez intéressant puisqu'il mobilise une palette d'acteurs très divers à différentes échelles. Et ce jeu d'emboîtement des échelles et des expertises, donc il y a l'expertise intercommunale, mais il y a aussi bien sûr la Banque des territoires qui appuie, est essentiel. Donc voilà, je ne ferai pas plus long. En tout cas, je pense que c'est vraiment une des priorités de nos élus. Ils nous l'ont dit clairement. Le sujet, c'est trouver des solutions sur sobriété foncière et développement économique. Vous avez 3 ans. Voilà. Donc au travail. mais voilà, je suis très honoré en tout cas d'être ici. Merci Lucas. Frédéric Lasseron.
Merci. C'est bon? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Marc pour ce clin d'œil régional et historique. Ça aide dans les relations également entre institutions. Rapidement, vous disiez 3 ans. Nous, on a eu 6 mois pour la commande de transformer un POC en un inventaire des friches issu du Conseil écologique de défense via les cabinets ministériels. Alors, au-delà de ça, je dirais peut-être, en substance, moi, ce qui me fait plaisir ce matin, c'est de me retrouver dans les discours de Lucien, Marc, qui ont exposé, parce que la stratégie, le descriptif de la dynamique des friches, l'aspect local, le besoin national d'y voir, entre guillemets, clair pour, on va dire, cadrer des politiques publiques de revitalisation des friches pour atteindre des objectifs de sobriété foncière, eh bien déjà de partager ce langage, c'est vraiment un grand pas. Parce qu'on a pleinement conscience que le niveau local est important pour l'inventaire des friches. Ce n'est pas une fin en soi. Il y a toutes les problématiques de revitalisation de ces friches. Alors comment? Parce que nous, organismes techniques, on appuie à différentes échelles, dans différentes étapes de l'aménagement de ces projets. Et donc, grande satisfaction de trouver ce langage commun avec l'IFTI, ses partenaires, et de pouvoir, on va dire, jongler sur la complémentarité d'un inventaire qui ne sera jamais parfait au niveau national, soyons réalistes. C'est pas très grave en soi, ce qui est important, c'est d'avoir des tendances, peut-être avoir des tendances sur l'apparition de nouveaux types de friches, ce qu'on peut supposer, et puis de s'inscrire bien dans une dynamique de réseaux d'acteurs. L'inventaire des inventaires, en fait, nous s'y est parfaitement bien, puisque dans le cadre, et là je reviens spécifiquement sur l'objet de l'inventaire des friches, nous espérons associer le niveau local au-delà du nettoyage des bases historiques qui sont essentielles, mais qui sont qu'un point de départ. Voilà, en quelques mots. Merci. Merci Frédéric. Alors, nous avons aussi des partenaires signataires engagés qui sont en ligne. Et donc, avant de passer, je veux dire, la parole à Jamina Jaïdan pour l'Agence nationale de cohésion des territoires, je souhaiterais que Francis Garrido, que je vois là à l'écran, puisse nous dire ce qu'il en pense. Bonjour à tout le monde, bonjour Marc et bonjour à l'ensemble des participants. Alors pour le BRGM, donc pour celles et ceux qui ne situeraient pas trop le BRGM, donc on est en tant qu'établissement public spécialisé, on va dire, sur les applications des sciences de la Terre. On a une forte appétence pour les questions qui sont abordées ce matin et on a vraiment un grand intérêt sur cette initiative. Alors, on se retrouve vraiment sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Moi, j'appuie sur le côté qui est mis en avant au travers de cette initiative que l'on suit depuis un moment, et on est partenaire avec l'IFTI depuis sa création. Donc, on se retrouve dans cette vision sur la dimension à la fois de structuration de la démarche au niveau national, mais avec ce lien avec les problématiques et les enjeux des territoires. Et ça, on est très... je pense que c'est des choses qui ont été dites par l'ensemble des participants, des intervenants ce matin, et nous, on s'associe pleinement dans cette structuration-là. Alors, avec l'expérience qu'on a sur un certain nombre de domaines, alors il y a eu des bases de données qui ont été citées sur lesquelles le BRGM intervient depuis longue date. On est dans l'accompagnement, bien sûr, des collectivités et l'intercommunalité sur des problématiques vraiment de caractérisation et de la meilleure connaissance des friches. Ça a été indiqué, le besoin de mieux structurer, standardiser, fiabiliser les données. Et ça, je pense que c'est vraiment un enjeu important pour fiabiliser les projets ou les décisions, l'accompagnement des décisionnaires et ceux qui feront les projets dans les territoires. Et donc l'importance de la qualité de la mesure et d'une standardisation de la donnée, elle est importante. Lucien Bolotte a expliqué très clairement tout à l'heure pourquoi, pour faire ces liens entre ces bases de données, ces démarches.
Et ça, c'est ce en quoi on se retrouve vraiment dans l'impulsion de ce réseau d'inventaire territorial de friches. Et pour terminer, j'ai envie de proposer aussi, rappeler que le BRGM a cette expertise sur l'acquisition et la bancarisation de données en géosciences, on va dire, donc sur un certain type de données scientifiques. Et pour l'initiative du réseau des inventaires territoriaux de friches, on pense qu'on peut contribuer avec l'ensemble des acteurs à mettre en place des standards de données, de structurer l'architecture un petit peu de la compilation et de ces données au niveau local pour faire le lien avec les initiatives nationales qui ont été citées, comme Carte-aux-Friches, bien évidemment. Et donc, on est convaincu qu'il y a cette complémentarité. On y voit un grand intérêt. Et en tant qu'établissement public, on pense que c'est notre rôle d'accompagner et d'appuyer cette initiative. Et on est très enthousiaste par l'idée de contribuer avec l'ensemble des acteurs qui sont autour de cette table, plus ou moins virtuelle aujourd'hui, pour la structurer, la mettre en place et qu'on apporte chacun nos compétences respectives. Merci Francis, je crois qu'il y a des rendez-vous qui se préparent avec le CEREMA, notamment pour aborder les questions plus techniques de la mise en compatibilité des standards nationaux avec les attentes du terrain et qui sont assez différentes. On voit que les expériences qui ont été présentées partent du sujet comme il se présente. Et donc, à la fois, c'est bien parce que ça répond à la question locale, mais en même temps, on va essayer de la capitaliser et puis permettre à des acteurs de niveau national que vous êtes aussi de pouvoir les exploiter. Nous avons également aussi, je pense, en ligne les représentants de l'ADEME, donc Didier Margot et Laurent Château, à qui on pourrait passer la parole également, puisqu'ils sont signataires de la convention constitutive du réseau d'inventaire des territoriaux de friches. Moment technique, c'est du direct. Didier Margot. Il est en ligne, Didier Margot? Ah, il n'est pas en ligne. Et Laurent Château, oui. Apparemment pas. Ils n'ont pas pu se libérer. Donc, je vais me faire leur porte-parole, puisque nous avons une convention de partenariat avec l'ADEME, autour, j'allais dire, des fondamentaux et de l'ADEME et du LIFTI sur l'intérêt de promouvoir des politiques territoriales qui contribuent à l'environnement, pour le dire de façon très générale, dans de multiples domaines, et à la connaissance aussi, donc là aussi dans de multiples domaines. Et donc l'ADEME est membre du Collège des partenaires institutionnels et associatif de l'IFTI. Et à ce titre-là, dès le début, a exprimé son grand intérêt pour accompagner cette démarche. Je rappelle que l'ADEME a une compétence dans le domaine des friches par l'exercice opérationnel du traitement des sites à responsables défaillants à la demande de l'État. Donc ça, c'est une activité en particulier. L'ADEME gère aussi le plan de relance volet friches qui lui a été confié. Et puis l'ADEME aussi organise des journées techniques sur les friches régulièrement, et donc c'est un partenaire incontournable de notre projet et on les remercie d'être avec nous. Et donc pour conclure, puisque nous avons fait connaissance à l'occasion finalement de l'engagement de la formalisation de cette convention, donc l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et je vous propose, Jamina, de nous dire ce que vous en pensez. Je vais être très très brève. Merci Marc. Donc moi je représente l'ANCT, donc qui est l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui fait suite à la fusion du CGET et de l'ex-EPARECA notamment.
Donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, elle est au service des collectivités. Donc ce type d'initiative, effectivement, nous intéresse beaucoup, puisque ça intéresse nos collectivités auprès desquelles nous sommes des aidants, entre guillemets, des accompagnateurs dans leur développement de territoire, dans leur définition et de leur stratégie de territoire. Donc la question des friches, effectivement, on l'a abordée dans le cadre du programme Territoire d'Industrie, mais aujourd'hui, la question de la reconquête des friches, elle dépasse, j'allais dire, enfin, elle concerne tous les territoires. J'en veux pour preuve que notre marché, par exemple, cadre d'ingénierie, est fortement mobilisé, aux côtés de ceux de la Banque des territoires, par les collectivités qui souhaitent en fait engager une réflexion action sur le devenir de leurs friches. Donc cette question de friches, alors elles sont diverses, vous l'avez noté, friches industrielles, urbaines, agricoles, mais effectivement il y a aussi une volonté pour les territoires de considérer ces friches comme un gisement foncier, une opportunité foncière pour leur développement économique. Les friches ont montré aussi une certaine tension en termes d'usage. Donc le fonds friche mis en place par l'État, par le ministère de la Transition écologique, a montré aussi que ça marquait un fort intérêt de la part des collectivités et puis une certaine volonté aussi de travailler davantage aussi sur l'habitat ou l'aménagement urbain des quartiers au travers de la reconversion des friches. Donc cette question de friche, en fait, aujourd'hui, on s'y intéresse beaucoup avec notamment l'Intercommunalité de France et la Banque des territoires et le CEREMA, qui nous accompagne aussi dans cette réflexion. En fait, elle marque aujourd'hui dans la perspective du ZAN et avec la loi climat et résilience, en fait, une autre dimension. Finalement, les friches n'est que le catalyseur d'une problématique beaucoup plus large qui est celle de la sobriété foncière. Sobriété foncière, j'allais dire, et aussi cette question de mise en tension d'un foncier qui devient vraiment encore plus un enjeu de concurrence entre les usages et de concurrence aussi, y compris entre les territoires. Donc ça, c'est un enjeu de patrimoine, de gestion aussi du patrimoine, d'un territoire. Et pour mieux le maîtriser, il faut le connaître. Et pour le connaître, on a besoin effectivement de la data, mais pas que. Pour le connaître avant d'agir, et puis avant de définir en fait ce qu'on peut faire. Madame, je ne sais pas comment elle s'appelle, la dame qui représentait le SCOT des Vosges, disait qu'effectivement, il y avait aussi une réflexion sur Madame Bertrand. Pardon, Laurence Bertrand, disait qu'il y a la question des usages, c'est-à-dire que finalement un foncier, en tout cas une friche, peut être aussi pensé en fonction des usages possibles et adapter aussi son projet par rapport à l'état des lieux de la friche. Donc du coup, l'inventaire des inventaires, le réseau des inventaires, effectivement, c'est un produit, entre guillemets, qui nous intéresse particulièrement parce que ça sera vraiment mis au service des collectivités pour qu'elles puissent aussi travailler au mieux sur leur projet de territoire de développement. Projet 2. Voilà, donc prise de parole j'allais dire, des premiers signataires. Je pense que tous les acteurs nationaux ne sont pas encore autour de cette table. Je pense que la Fédération nationale des SCOT a tout à fait sa place, on l'a vu dans la démarche, la Fédération nationale des agences d'urbanisme, les EPF d'État, les EPF locaux, bien sûr, et puis peut-être d'autres représentants des collectivités territoriales qui ne sont pas ici encore autour de la table. Voilà, donc l'objet, c'est de l'union fait la force. c'est de rassembler autour d'un sujet dont vous avez deviné que ce n'est pas qu'un sujet d'inventaire, ce n'est pas seulement un sujet technique, c'est un sujet fondamental, c'est un sujet de politique d'aménagement. Je vous remercie. Merci à tous nos intervenants pour la qualité des débats et puis les présentations de tous les partenaires qui seront très bientôt signataires du réseau des inventaires. Merci à tous les participants en ligne
d'avoir suivi les débats et on vous souhaite une bonne journée, un bon week-end quasiment. Et on vous dit à très bientôt au Hub des Territoires. Au revoir. Merci beaucoup.